Bonjour Didier Blanchet. Bonjour. Directeur des études et des synthèses de l'INSEE. Alors, vous êtes expert sur ces questions. On reproche souvent au PIB de surestimer finalement l'amélioration des conditions de vie, de la prospérité. Mais de manière un peu paradoxale, il y a une nouvelle critique qui est faite depuis ces dernières années et qui monte. Et au contraire, on lui reproche de sous-estimer notamment tout ce que nous apporte le développement numérique et qui n'est pas facturé, qui est gratuit. Ce n'est pas une question complètement nouvelle au point de vue économique, puisque la révolution technologique de l'informatique, déjà, avait fait naître des doutes sur la traduction statistique de ce qu'apportait l'informatique, qu'on ne retrouvait par exemple pas dans les promesses de productivité, les chiffres de productivité. Alors que pensez-vous de cette nouvelle critique sur le numérique et son poids dans le PIB ? Effectivement, on est dans une situation un petit peu paradoxale parce que les comptables nationaux sont plutôt habitués à ce qu'on leur reproche de surestimer la façon dont les choses s'améliorent pour la population. Et là, on se retrouve avec la critique inverse qui émane beaucoup de chercheurs qui essaient d'expliquer le ralentissement apparent de la croissance économique parce qu'il y a une espèce de paradoxe à voir la croissance ralentir tendanciellement alors qu'on est dans une phase d'innovation technologique majeure. Donc, c'est la motivation de ce courant de littérature. On appelle ça la mismeasurement hypothesis dans la littérature anglo-saxonne, hypothèse de l'erreur de mesure. Donc, c'est pas complètement nouveau, comme vous le disiez. Déjà, c'était à la fin des années 90, le fameux paradoxe de Solow qui avait dit on voit les ordinateurs partout, sauf dans les statistiques de productivité. Alors, on peut panier qu'il y a là un sujet dont les comptables nationaux doivent se saisir. Ce qu'il faut rappeler, c'est que les comptables nationaux, ils font un métier assez compliqué. D'ailleurs, une chose qu'on vous interdit de faire quand vous êtes à l'école, à savoir d'additionner des choux et des carottes. Ce qu'on leur demande, c'est d'essayer de résumer avec un chiffre unique la croissance de quantité de toute une multitude de choses. Alors déjà, du temps où ce qu'il s'agissait de mesurer, c'était l'augmentation du nombre de tonnes d'acier ou du nombre de tonnes de blé. Il y avait déjà un caractère un petit peu conventionnel dans la façon d'éditionner les deux. Et on voit effectivement le challenge dans des économies où la gamme de biens est extrêmement diversifiée, où ces biens sont de plus en plus immatériels, ce qui est effectivement une des manifestations principales de la révolution technologique en cours. Alors, comment est-ce qu'ils peuvent faire Oui. Alors, comment est-ce qu'ils s'y prennent ? En fait, on ne mesure pas directement. Des fois, on compte quand même les SMS qui sont émis, des choses comme ça, ou les visionnages d'émissions de ce style. D'accord. Mais ce qu'on fait principalement, c'est qu'on mesure l'ensemble des flux monétaires qui traversent l'économie. Et puis, on divise ça par des indices de prix qui essayent de prendre en compte l'évolution du prix des biens. Et lorsque les générations de biens se succèdent, on essaye de contrôler les effets qualité, le fait que le nouvel iPhone a plus de fonctionnalités que l'iPhone précédent. Alors, c'est vraiment un travail de fourmi, c'est assez lourd à faire. La preuve que c'est compliqué, c'est que quand on compare la façon dont les différents pays chiffrent l'évolution des prix sur ces types de biens, ils ne tombent pas sur des choses parfaitement comparables, alors que ce sont des biens plutôt échangeables internationalement, pour lesquels les prix devraient évoluer de façon assez parallèle. Ce qui nous sauve, donc, ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est essayer d'évaluer l'ampleur du biais en prenant des majorants de ce que peut être l'erreur de mesure sur ces biens. Et ce qui se passe quand même, c'est qu'il faut quand même se dire que l'économie, c'est quand même aussi beaucoup d'anciennes économies, qu'on continue aussi à consommer les mêmes types de choses. Du coup, le genre de biais, les chercheurs qui se sont attaqués à la chose, ils tombent sur des biais qui sont de l'ordre de 1, 2, 3% de sous-estimation de la croissance du PIB par an, ce qui ne modifie pas radicalement le message de ralentissement de la croissance économique, et puis qui relativise d'autant moins ce message qu'en fait, le problème n'est pas neuf non plus. Tout à l'heure, je prenais l'exemple des tonnes d'acier et des tonnes de blé, mais ça fait bien plus longtemps que les économies croissent par autre chose que juste l'accroissement de quantités aussi standardisées. Le renouvellement des produits, ça remonte aux 30 Glorieuses. Donc si biais il a toujours existé. Donc on raisonnerait à biais constant, il y a bien un ralentissement de la croissance malgré ce genre de correction. Et donc, ce n'est pas par la sous-estimation du PIB qu'on peut expliquer le ralentissement de la croissance. Merci beaucoup pour cet éclairage, Didier Blanchet. Merci.